Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. On est aujourd'hui pour Entrevue sur les projecteurs avec Dorian Kiken de AI Really Fine. Merci. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui parce que le domaine de la technologie, ça intéresse beaucoup de gens. Alors, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur avec ça aujourd'hui. Merci, Dorian, d'avoir accepté. Donc, Dorian, j'aimerais que tu m'expliques un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme études personnelles? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'entrepreneuriat et de lancer ta compagnie aujourd'hui? Ok, ben écoute, je suis une personne qui a fait maintenant plus d'une vingtaine d'années dans le domaine des technologies. Comme parcours originel, j'ai en fait une maîtrise en gestion de projet. Et ma toute première job n'était pas dans l'intelligence artificielle, elle était dans les jeux vidéo, où j'ai commencé comme level designer, puis après game designer. Et j'ai fait toute une carrière dans le jeu vidéo, qui était ma première carrière. Et je suis notamment connu pour avoir travaillé sur la franchise qui s'appelle Mass Effect, qui est une franchise en science-fiction très reconnue, et d'avoir cofondé le studio de jeux vidéo BioWare Montréal, ça c'était en 2009, qu'on a grossi à peu près à 120-130 personnes. Puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est prendre ce que j'aimais le plus faire. Et c'est ça qui m'a donné un peu le goût de l'entrepreneuriat, c'est en faisant de l'entrepreneuriat d'abord. Mm. Puis après, ben, j'ai pris ce qui était de la science-fiction dans le domaine du jeu vidéo pour la transformer en science-fiction dans la réalité, en partant de ma compagnie d'intelligence artificielle en 2017, qui a maintenant 6 ans maintenant. Fait que tu étais dans les débuts quand même. Tu étais un early adopter quand même. Ah oui, 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 absolument. En 2017, on n'était pas encore dans les bulles, je m'intéresse à l'IA depuis 2013-2014, donc on est avant que ça prenne tout son essor. Et c'est parce que j'ai plusieurs amis qui travaillent dans les technologies, notamment dans l'intelligence artificielle, et que euh, c'est un des grands changements de paradigme de notre temps. Et c'est beaucoup ça qui m'a motivé à aller dans l'IA. Puis aussi le fait d'avoir des enfants, ça te fait changer un peu ta perspective sur le futur. Ah, j'aime ça. Avoir des enfants, ça t'a fait changer la perspective du futur. Puis, en fait, quand tu as lancé ta compagnie, puis là maintenant, tu sais, en 2017, on est rendu en 2023, est-ce que ça a évolué à la hauteur de tes attentes? Parce que tu t'es donné une vision, j'imagine, tu t'étais créé un peu une réflexion, un plan d'affaires par rapport à tout ça. Est-ce que tu es rendu aujourd'hui où est-ce que tu te voyais en 2017? Je dirais non. On a réussi à bâtir la technologie qu'on voulait, on a réussi à avoir l'impact qu'on voulait là-dessus, mais je pense que dans mes désirs les plus profonds en 2017, je voulais avoir un impact beaucoup, beaucoup plus large, alors que la business est beaucoup une business de B2B, elle va très bien, elle grossit, mais j'ai toujours cette volonté d'avoir un impact sur à peu près tout le monde. Et donc, à bien des égards, la compagnie est devenue vraiment une compagnie B2B, mais moi j'aurais aimé qu'elle ait un plus grand reach. Mais c'est peut-être moi aussi qui suis impatient par rapport au développement de la technologie. C'est ce que j'allais te dire. Tu sais, une vision, c'est quand notre business est terminé. C'est-à-dire qu'on le regarde d'en haut, puis on se dit, OK, dans 100 ans, tu sais, nous, c'est de créer l'abondance mondiale par la rééducation entrepreneuriale. Fait que est-ce que ma mission est terminée? Non. Mais la vision, il faut qu'elle soit assez grande. Puis toi, moi, je pense que c'est d'amour, un impact social grâce à ton impact à travers les entreprises pour y arriver. Fait que peut-être que tu avais besoin d'avoir ces agents multiplicateurs-là pour atteindre tes fins. Fait que c'est pas Oui, terminé. et c'est pas terminé du tout. Et puis, je peux peut-être aller un peu sur la genèse de qu'est-ce qui m'a fait partir en Tout à entrepreneuriat. fait. Je vais revenir sur les enfants. Moi, j'étais quelqu'un de très heureux dans le domaine du jeu vidéo. J'avais cofondé mon propre studio de jeux vidéo ici à Montréal. J'avais embauché plus de la moitié des personnes moi-même. Je les aimais tous. On a travaillé sur une franchise qui a été jouée par des dizaines de millions de joueurs. Aux revenus, moi j'étais le numéro 2 du studio, donc j'avais un très bon salaire, j'avais plein de stock options, il y a plein de gens dans le monde qui auraient tué pour avoir une position comme la mienne, donc j'étais à envier, ça allait vraiment très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que vers 2013-2014, j'ai commencé à voir ma motivation baisser alors que tout allait bien. Et c'est seulement. Donc, notre compagnie BioWare avait été rachetée par Electronic Arts, qui est un des géants du jeu vidéo.
Et eux, ils avaient un programme au bout de 7 ans avec la compagnie, tu as un sabbatique de 2 mois. Et bah, pendant que j'ai pris ce sabbatique de 2 mois, puis c'est la première fois où j'ai vraiment pu réfléchir sans être dans le jour du travail, etc. Et c'est là où j'ai réalisé en fait que la principale raison de ma baisse de motivation n'a aucun rapport nécessairement avec directement le travail que je faisais, c'est juste que je venais d'avoir ma première fille et que faire des jeux vidéo, j'aimais toujours ça, j'avais toujours une passion pour ça, mais c'était devenu secondaire par rapport au bien-être de ma fille. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ma perspective a changé pour être la perspective de mon vivant, a changé pour être celle de son vivant, en quelque sorte. Et donc, durant ce sabbatique, j'ai beaucoup pensé à qu'est-ce que je peux faire en dehors d'être un bon parent? Et il y a beaucoup d'enjeux absolument majeurs pour la prochaine génération. Et je suis sorti du sabbatique avec 5 de ces enjeux que j'avais listés à ce moment-là, qui étaient l'intelligence artificielle et plus spécifiquement l'alignement humain-machine, était le premier. Deuxième, c'est énergie. Troisième, eau potable. Quatrième, gestion des déchets. Et cinquième, changement climatique. Euh, Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est quand j'en ai parlé avec des collègues à mon retour, ils m'ont fait: ah, elle est pas mal ta liste d'Orient, mais tu devrais rajouter une mutation de virus et pandémie à la liste. J'ai fait: hein, quoi? Pourquoi? Et 6 ans plus tard, j'ai compris. Ouais. T'as compris pourquoi? J'ai compris pourquoi. Mais donc, pour revenir sur la liste, je ne vais pas passer en détail les éléments. Il y a des sujets comme le changement climatique que je pense sont très bien connus par toi et ton Ah ouais. emploi. L'élément clé, c'est pourquoi est-ce que l'IA est aussi haut dans ma liste, en fait. Et je ne sais pas si les gens, je ne sais pas à quel point les gens réalisent le changement de paradigme qu'est l'intelligence artificielle, mais on est dans un path, si tu déconstruis un petit peu qu'est-ce que l'intelligence artificielle, tu peux vraiment le résumer. Il y a 3 parties qui font l'intelligence artificielle. Tu as la capacité de compute, la capacité de calcul, tu as les réseaux neuronaux qui sont des sortes d'imitation du cerveau, si tu veux, et le troisième, c'est les méthodes d'apprentissage. Euh, la capacité de compute, ben, pour l'instant, notre cerveau à nous reste supérieur à l'ordinateur que je suis en train de regarder. Je parle à la fois en conscient et en inconscient. Mais d'ici très peu de temps, en fait, parce qu'on est déjà capable de le faire à travers des réseaux de nuages, ben, le compute de ton téléphone moyen, de ton ordinateur moyen, va dépasser l'entendement humain. Donc, un des 3 aspects de l'intelligence est déjà surpassé en fait par l'artificiel d'une certaine manière. Les réseaux de neurones sont très simplistes en ce moment comparés au cerveau humain, mais ils n'arrêtent pas d'évoluer en complexité. Et donc, envisager un futur où d'ici peut-être une décennie, 2 décennies, on a des réseaux de neurones qui sont relativement aussi complexes ou comparables à l'humain et absolument pas de la science-fiction. Et le troisième, c'est les méthodes d'apprentissage. L'IA apprend aujourd'hui essentiellement par 2 grandes méthodes qui sont voir des patterns dans les grandes quantités de données ou l'apprentissage par essai-erreur, en fait, avec une somme de carottes et bâtons par rapport à l'essai-erreur, qu'on appelle le reinforcement learning. Nous, l'être humain, on a beaucoup plus de méthodes d'apprentissage que ces deux-là. On est capable d'apprendre de plein de manières différentes. Ceci dit, notre compagnie travaille sur des méthodes de développement d'apprentissage, Google travaille sur de nouvelles méthodes d'apprentissage. Donc, une fois de plus, tu te projettes un petit peu dans le futur et d'arriver à un moment où les IA commencent à avoir des méthodes d'apprentissage relativement similaires à l'humain, mais non plus pas de la science-fiction. Et je ne veux pas faire la prédiction du film Warring, ce n'est pas du tout ça mon point, c'est la probabilité qu'on ait une intelligence artificielle qui soit équivalente en intelligence à l'humain durant le vivant de ma fille, qui une fois de plus est l'horizon qui pour moi compte, est excessivement élevée. Et l'être humain a toujours été l'intelligence dominante sur cette planète, toujours, depuis son existence. Et on peut voir comment ça s'est passé pour les autres intelligences d'ailleurs. Et pour moi, l'avènement d'une autre forme d'intelligence avec laquelle on doit coexister est quelque chose de profondément nouveau, de profondément changeant et qui peut, ultimement, je ne pense pas, aura un impact neutre. Il aura soit un impact très positif et il va nous aider à passer à une meilleure société, à une meilleure civilisation, ou il peut avoir aussi un impact très négatif et ça peut être juste la fin de notre espèce. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas faire des prédictions ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'assurer que
on mette comment dire, les bonnes bases et qu'on s'en va dans la bonne direction pour aller le scénario où on évolue notre civilisation plutôt que dans le scénario inverse. J'adore, j'adore. Puis, tu sais, je pense que tu le vulgarises vraiment très, très bien, tu sais, avec tes trois piliers, puis comment que là, toi, tu travailles sur un des piliers avec ton entreprise puis d'autres entreprises, puis comment tu vas avoir un impact pour la vie de ta fille et ta Exact. dépendance. Fait que Et- j'adore ça. Puis, tu sais, je pense que c'est d'avoir une raison d'être. Tu rejoins aussi beaucoup la nouvelle génération qui ont besoin d'avoir cette raison d'être-là pour évoluer. Puis pas juste faire, OK, tourne un boulon parce que je t'ai dit tourne un boulon, mais tu sais, pourquoi je tourne un boulon? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact à la fin de la chaîne de montage? Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est significatif dans un changement de société qu'on vit présentement et encore plus avec les moyens que tu as et l'intelligence artificielle. exact. Et, C'est et- vraiment très bien synthétisé. Puis, tu sais, ce que tu me disais aussi avant en entre en entrée de jeu, tu sais, le fait de faire partie de des groupes d'échanges internationaux, d'être dans des échanges aussi, d'avoir accès de façon à partager cette information-là avec d'autres personnes, fait aussi que cette intelligence d'affaires-là, cette intelligence non artificielle, elle est réelle, puisse se multiplier parce que tu vas pouvoir partager tes recherches, puis parce que vous faites évoluer les projets avec d'autres aussi comme vous, là. oui, exact. Moi, comme je disais un peu avant l'entrevue, j'ai accès à un réseau de mentorat qui est vraiment bon, dont d'autres domaines des technologies avec qui je peux échanger de manière régulière. La base de notre technologie est open source, donc nous, on croit profondément à la collaboration ouverte, en fait. On a beaucoup de collaborations, notamment avec différentes universités, que ce soit le MILA ici à Montréal, l'Université d'Alberta à Edmonton, par exemple. Moi, je crois beaucoup à la puissance du collectif humain, en quelque sorte. Et on voit déjà les résultats fantastiques à travers des choses comme Wikipédia, et je pense que l'IA doit avoir une approche assez similaire. Ce qui touche d'ailleurs sur un peu, je t'ai un peu touché sur mes convictions de où est-ce que doit aller l'IA. Je pense que l'IA, donc pour moi, le plus gros défi dans l'IA, il y en a beaucoup, il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, il y en a beaucoup sur les régulations qui sont en retard. Il y a plein de sujets sur lesquels je pourrais aller, mais le cœur et la raison d'être de la création de compagnie en 2017, c'était l'alignement humain-machine. Donc, comment tu t'assures justement qu'on coexiste en fait avec une forme d'intelligence qui est de plus en plus grande. Et pour moi, il y a trois choses qui sont essentielles pour rendre ça possible. Il faut que, un, ton IA soit le plus démocratisé possible, en fait, pour que tes IA s'alignent avec l'ensemble de l'humanité et pas une petite section de l'humanité. La deuxième, c'est que ça va nous prendre des manières de dépasser le clavier, le langage, etc., pour pouvoir interfacer avec les IA de manière beaucoup plus rapide. Donc, il y a beaucoup de recherches qui est fait là-dessus sur des choses comme le neural lace allant de l'invasif au non-invasif. Et la troisième chose qui pour moi, est le but de notre compagnie, c'est vraiment de créer une boucle d'apprentissage complète entre l'humain et la machine. Vraiment que l'humain améliore l'IA, l'IA améliore l'humain et que tu as vraiment une collaboration qui se fait et un peu une codépendance qui se crée. Parce que moi, je suis de l'avis, je ne veux pas prédire le futur ou contrer le futur, mais le plus on a une relation de type symbiotique avec l'IA, le moins de chances on a d'entrer dans des formes de conflit et le plus de chances on a d'optimiser en fait la coexistence à long terme. Très bien. J'ai un peu bifurqué sur mes questions parce que je pense que tu éduques quand même la clientèle d'affaires dans tout ça. À travers ton processus d'éducation, parce que je pense que c'est un message aujourd'hui en même temps qu'on envoie à la communauté d'affaires, est-ce que tu as quand même des conseils à donner, tu sais, par rapport à le volet entrepreneurial en lien avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner là, qui te viennent en tête? Parce que, à quelque part, là, je bifurque sur mes questions habituelles, mais je pense que c'est opportun d'aller plus là-dedans pour leur donner les bons outils à ces entreprises-là qui peuvent peut-être être des catalyseurs pour toi, puis d'amener ta mission un peu plus loin. J'ai deux conseils différents. J'ai un conseil qui sont plus pour les entrepreneurs canadiens en IA et après j'ai un conseil qui est plus pour les entrepreneurs tout court en fait. Je vais commencer par le conseil pour les entrepreneurs canadiens en IA. On a un talent absolument fantastique en intelligence artificielle au Canada.
Et je ne pense pas qu'on leverage de manière correcte. C'est plus des entreprises américaines qui vont le faire. On n'est pas capable de vraiment capter la valeur de tout ce qu'on a comme talent ici. Donc, mon conseil, c'est surtout d'être ambitieux. Je sens un manque d'ambition beaucoup chez les entrepreneurs canadiens qui ont tendance à faire des plus petits projets. Et c'est parce qu'ils ont tout un système d'investissement, ils ont tout un système autour qui les pousse à ne pas faire des choses ambitieuses. Donc, il faut lutter, en fait, pour pouvoir faire des choses ambitieuses, mais d'être un petit peu plus américain là-dessus, en fait, et d'aller... je pense qu'il y a vraiment une opportunité pour tout le pays au complet, en fait, de vraiment embracer des très gros projets d'IA. Donc ça, c'est mon conseil pour les entrepreneurs canadiens en général. Pour les entrepreneurs tout court, c'est quelque chose que je dis souvent, mais ça prend un mix de deux choses qui sont totalement opposées. D'un côté, tu reçois tellement de feedback, tu as tellement de gens qui te donnent des opinions diverses et variées, puis surtout, tu reçois tellement de non, tellement de gens qui ne croient pas en ce que tu fais, que ça te prend une conviction profonde et une habilité à withstand les non réguliers. Et en parallèle, il faut que tu sois excessivement adaptable et à l'écoute et que tu sois capable de changer avec les changements de marché, etc. Parce qu'une startup, c'est excessivement fragile et si tu ne le fais pas, tu meurs. Et donc, le fait d'être têtu et adaptable en même temps sont comme excessivement antinomiques, mais sont deux qualités essentielles chez un entrepreneur. Ça te prend les deux. Et, Ouais. c'est vraiment intéressant parce que moi, je le vois beaucoup dans mon parcours, en fait. D'un côté, nous, quand on avait commencé, donc la technique qu'on a développée en 2017, c'était de faire du reinforcement learning avec de l'humain, c'est-à-dire de mettre de l'humain dans la boucle en temps réel de l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Puis pendant 4-5 ans, j'ai eu plein de gens qui m'ont fait, mais ça n'a pas de sens ce que tu fais. L'IA, c'est à propos des données. Je collecte plein de données. C'est data is the new oil. C'est ça que tu devrais faire. Reinforcement learning, c'est pour les académiques, c'est pour la recherche. Tu ne feras jamais une application industrielle de la chose. Pourquoi tu veux mettre un humain dedans? Les humains. Puis après, ChatGPT est arrivé en disant exactement ces mêmes techniques qui ont permis à ChatGPT d'être. Puis maintenant, plus personne ne pose cette question. Et ça m'a paru, il m'a fallu d'être têtu pendant 5 ans, puis après d'avoir une vindication à travers ChatGPT, en fait, pour que ça passe. Puis à l'inverse, tu vois, à la base, tout au début, avant même de créer la compagnie, j'ai essayé de faire quelque chose qui était à mi-chemin entre les jeux vidéo et l'IA. Et il y a quelqu'un qui m'avait donné le feedback qui est comme, non, tu as un peu les fesses entre deux chaises. Et dans ce que tu es en train de développer, focus vraiment sur la plateforme en IA. Puis j'ai vraiment le feeling de bien avoir fait d'écouter ça, en fait, et de prendre cette direction-là, parce que ça a beaucoup shapé ce qui est devenu la compagnie aujourd'hui. Très bien. Puis, tu sais, je pense que la phrase que tu nous as dit au début, être têtu, adaptable et à l'écoute, ton exemple reflète bien ça parce que des deux côtés, il y en a un côté, tu as écouté, puis l'autre côté, tu n'as pas écouté, puis aujourd'hui, ben, tu vois les résultats. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut écouter son intuition, prendre tous les conseils, puis tu sais, je dis souvent, en affaires, c'est des risques calculés. Fait qu'essayer d'en calculer le plus possible, mais à un moment donné, il faut se fier à son intuition, puis avoir le courage de mettre nos projets sur la table. Fait que, bravo Mm. pour tout ça et pour tes grandes réalisations, ton implication aussi dans la société, puis dans comment tu vas amener aussi une transformation avec notre génération future, parce que moi aussi, j'ai 2 enfants, fait que j'espère que tes recherches vont amener à pousser des changements dans la société pour que ça puisse avoir un impact positif le plus possible, bien entendu. Fait que merci. En finissant, j'aimerais que tu me parles, Dorian, d'une citation. Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent ou tu aimerais nous partager une citation qui te fait vibrer ou qui te parle là, présentement dans ta vie? Pour continuer sur le thème en fait de têtu et adaptable, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit vivre, c'est changer pour s'adapter tout en restant soi-même. Et je trouve que c'est un magnifique résumé de ça. Puis il y a deux de mes valeurs les plus fortes, en fait, sont d'un côté l'intégrité et de l'autre côté l'ouverture d'esprit. Elles ne sont pas nécessairement antinomiques, mais il y en a une qui touche vraiment au fait d'avoir une sorte de cap et d'avoir une certaine discipline personnelle, en fait, et une certaine approche de la vie. Et l'autre qui, à l'inverse, est très malléable, très adaptable, très ouvert à la complexité de zones de gris entre le noir et le blanc de l'humain. J'adore. Mais en fait, tu me rejoins beaucoup sur mes valeurs aussi. Moi, j'ai mon point d'ancrage, c'est les valeurs familiales. Donc, comme tu l'as dit tantôt,
sais, l'aspect vivre, d'avoir un équilibre, mais aussi d'avoir cette ouverture-là, puis d'avoir un challenge, puis d'avoir des défis dans le travail. Fait que moi, je pense que c'est le yin et le yang dans notre professionnel et notre personnel. Fait que merci de ce beau partage, d'avoir vivre, s'échanger pour s'adapter tout en restant soi-même. J'adore cette phrase-là. Je vais la répéter. Je vais me l'inscrire sur mon petit mur. C'est super. J'aime ça beaucoup. Merci de l'invitation, d'avoir accepté mon invitation encore. Je vais inviter les gens aussi à aller regarder sur ta plateforme avec le lien de ton site web. Puis, bien entendu, on va donner tes coordonnées dans la publication et l'infolette pour que les gens puissent peut-être rentrer en contact avec toi. J'ai quand même une grosse base de données dans le domaine de la technologie, donc tu vas peut-être avoir des petits curieux qui vont vouloir te contacter. Ça marche, ben, ça m'a fait grandement plaisir. Merci, Dorian. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.